bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques temps, je vous ai dit sur Instagram que j'avais trop envie de faire le tag à l'ancienne, le livre qui, je sais pas si vous vous rappelez, mais personnellement c'était ma passion, le tag la chanson qui. Et j'ai vu il y a pas longtemps une vieille vidéo de quelqu'un, je sais plus qui, ça devait être une américaine, qui avait fait le tag du coup le livre qui. Je me suis dit mais attendez, ça colle trop parfaitement, moi j'adore le YouTube à l'ancienne. Je débarque un petit peu sur YouTube depuis pas si longtemps que ça, donc venez, on apprend à se connaître à partir de ce tag. Donc sur Instagram, je vous ai demandé de me donner des petites phrases, le livre qui, J'ai pas trop lu vos réponses, j'ai tout screené et je vais y répondre petit à petit là. Petit aparté s'il vous plaît, j'ai assorti mon make-up à mes ongles, que j'ai fait toute seule, comme une grande. Je suis en train d'apprendre petit à petit, mais je suis obligée de faire une petite pause dans cette vidéo pour vous les montrer, je suis trop fan. Je suis très fière de moi. Donc je voulais les rentabiliser, vous les montrer un petit peu. Je vais regarder les screens un petit peu et on va voir par quoi on commence. Le premier, le livre qui te rappelle l'été. Alors attendez, parce qu'il va me falloir un temps de réflexion pour que je trouve entre chaque question quel livre me fait penser à l'été, mais là comme ça, j'ai déjà ma petite idée. Je pense clairement que Le Pont des Tempêtes, avec le royaume d'Itikana, son climat totalement tropical, où il fait chaud, on prend des bains dans des sources d'eau chaude. Me demandez pas pourquoi, c'est ce souvenir qui me reste en tête. Moi personnellement, ça me fait vraiment penser à l'été, les climats tropicaux, les tropiques quoi. Toutes ces petites îles où il fait très chaud, très beau. Franchement, Le Pont des Tempêtes, après je suis pas quelqu'un qui lit vraiment en fonction de la saison. Je vais pas choisir mes livres parce que il fait chaud en été ou parce que il neige en hiver. Je suis pas à ce stade là encore, mais ce livre m'a très clairement fait penser à l'été. Donc si vous ne connaissez pas encore Le Pont des Tempêtes, je vous l'ai quand même montré à plusieurs reprises hein. On va suivre Lara qui est la fille du roi de Maridrina. Et il y a de nombreuses années en fait, Maridrina et le royaume d'Itikana ont signé une sorte de traité de paix et le roi d'Itikana va devoir épouser une des filles du roi de Maridrina. Cette fille là, vous vous en doutez, ça va être Lara. Et Lara, donc toute sa jeunesse, on lui a appris à vraiment devenir un petit peu une espionne infiltrée, à savoir se battre, etc. Parce que son vrai but derrière ce traité de paix, ça va être de récolter plein d'informations, de tout raconter à son père pour que son père puisse enfin un petit peu renverser le roi d'Itikana. Mais alors pourquoi Aren, ce fameux roi d'Itikana et son peuple pose problème? C'est parce que en fait, à côté du royaume d'Itikana, on a le pont. Et le pont, il va relier vraiment le nord et le sud de tout cet énorme royaume. Et c'est par ce pont que passe absolument tout le commerce, ce qui fait que à Itikana, ils ont le pouvoir sur le commerce, donc ils ont un petit peu le pouvoir sur le reste du monde. Et le père de Lara, il est pas trop d'accord avec ça, il veut récupérer ce pont. Il veut avoir le pouvoir du commerce. Et pour ça, il fait passer Aren et le royaume d'Itikana vraiment pour des monstres. Et sauf que Lara, une fois qu'elle va arriver à Itikana, elle va commencer à se poser des questions. Est-ce que ce peuple est vraiment méchant? Est-ce que ce roi est vraiment un tortionnaire? Est-ce que son père ne lui aurait pas fait un petit lavage de cerveau depuis sa jeunesse? Ça va être à vous de le découvrir. Et écoutez, ouais, vraiment, on est plongé dans des climats tropicaux avec une sorte de jungle. Enfin, vraiment, moi, Itikana, mon rêve de partir en vacances là-bas. Je sais pas ce que vous en dites, ça a l'air très agréable. Enfin, quand tout est paisible. Hein. Alors ensuite, nous avons le livre qui t'a donné envie sans avoir lu le résumé. Et alors, je vais me creuser un petit peu la tête. Il y en a un que j'ai pas encore lu. Et je n'ai absolument pas lu le résumé. Je vous l'ai pas encore montré, en plus c'est une de mes nouvelles trouvailles. C'est The Sword of Kagan. Donc ce que je sais, c'est que ça va parler un petit peu de toute la culture japonaise, si je me trompe pas, un petit peu avec les samouraïs, etc. C'est tout ce que je sais. On est sur une fantasy. Et vraiment, je n'ai jamais lu le résumé. Je l'ai acheté parce que j'ai vu une revue. Et encore, j'ai même pas voulu regarder la revue en entière pour ne pas me spoiler le résumé, mais j'ai entendu un petit peu les thématiques comme ça, je me suis dit ça y est. J'adore avoir des fantaisies avec des cultures hyper variées. Par exemple, je sais que dans ma palle, j'ai une fantaisie sur toute la culture amérindienne, une fantaisie sur toute la culture africaine. Là maintenant, donc j'ai une fantaisie sur toute la culture japonaise, mais je ne sais pas de quoi ça va parler. Il a été écrit par M.L. Wang et il est publié aux éditions Calix. Et j'ai en plus de ça craqué pour le format relié. Regardez-moi bien commencer à vider mes poches avec les reliés. Ça y est, je vais commencer à faire partie de cette team. Mais c'est vrai que l'objet livre est super beau. Bon, j'avoue que le jaspage, c'est pas forcément celui qui m'a attiré le plus, mais j'ai adoré les couleurs très... ça fait
vous savez, les cerisiers en fleurs au Japon, quoi. C'est magnifique. Il est trop beau et honnêtement, je n'ai jamais lu le résumé. Je ne sais pas quelle est l'intrigue, mais il me donne trop envie. Par contre, je crois que c'est encore une fois un livre qui fait pleurer. En ce moment, j'aime trop me faire souffrir, c'est grave. Donc je vais pas pouvoir vous faire un résumé, du coup. Je vais pas pouvoir vous en raconter plus que ça. Je ne connais même pas le nom du, de la ou des protagonistes. Franchement, je ne sais rien. Et au pire des cas, même si je me suis embarquée dans un truc qui ne me plaît pas au final, le livre est très beau quand même. Et je suis très contente d'avoir fait mon premier achat, vraiment, d'un vrai beau relié avec Jaspage. Donc j'ai très hâte de le lire. De toute façon, dans tout ce qui est univers de fantasy en général, j'aime avoir une idée globale de l'histoire, mais j'aime pas trop savoir tout le résumé, parce que je trouve que les résumés ont tendance à être un petit peu spoilants sur certains aspects du livre qui vont être découverts au bout peut-être du 10-11e chapitre. C'est pas non plus hyper long quand c'est des gros livres avec 600, 700, 800 pages, mais quand même, ce qui fait que depuis le début, tu sais quelque chose qu'au final tu apprends un peu plus tard, et j'aime pas trop ça personnellement. Donc je préfère y aller un petit peu à l'aveugle en connaissant vraiment les thèmes globaux du livre, sans connaître vraiment le fond du problème. Après ça peut être à double tranchant, hein. Soit du coup je peux totalement mal interpréter et avoir une lecture que je n'aime pas du tout, soit je peux vraiment découvrir quelque chose en entier petit à petit au cours de ma lecture, et dans ce cas là genre c'est encore plus génial. J'avoue que je le fais pas tout le temps, parce que j'ai trop peur d'acheter des livres du coup qui vont pas me plaire. Mais il y a certaines personnes, quand elles font une recommandation, je les écoute les yeux fermés, je crois. Ensuite nous avons le livre qui t'a redonné l'envie de lire. Bon, je pense qu'on va passer assez vite dessus. On a une étagère dédiée à cette saga. Plutôt ici, vous allez mieux la voir, c'est Le sang et la cendre de Jennifer et l'Armentrout. Je vais même pas vous le ramener, je vais vous parler vite fait du résumé, mais en gros on va suivre Poppy qui est l'élue, la pucelle du royaume, et du coup elle doit vivre vraiment cachée, personne n'a le droit de lui parler, de la voir, de la regarder, de la toucher encore moins. Elle vit recluse jusqu'au moment de son ascension, et elle sait même pas exactement ce que ça va être cette ascension, personne ne lui explique, donc c'est le flou total. Elle fait juste 100% confiance à ce qu'on lui a dit. Et comme c'est une élue et que c'est un personnage très important pour le royaume, elle va avoir une garde très rapprochée, sauf qu'un jour elle va avoir un nouveau garde, et ce nouveau garde c'est Hawke. Et Hawke qui va commencer à mettre tout en question ce qu'elle croyait savoir. Quel est son objectif, quelle est l'ascension, pourquoi est-ce qu'elle a ce statut, qu'est-ce qu'elle veut vraiment faire de sa vie, est-ce qu'elle est l'objet du royaume ou est-ce qu'elle est une personne à part entière, donc est-ce qu'elle ne peut pas vivre sa propre vie comme elle le souhaite. Et voilà, franchement c'était des énormes briques, mais qu'est-ce que j'ai aimé cette lecture. Et c'est vraiment par ça que j'ai recommencé il y a à peu près 3 ans, et c'est depuis cette lecture que je suis à fond, que je ne m'arrête plus de lire et que petit à petit je suis en train de remplir 3 bibliothèques quoi. Alors quel est le livre qui t'a le plus déçu? Là on part sur quelque chose d'un petit peu moins joyeux. Est-ce que je vais encore vous ressortir ce livre? Est-ce que j'en ai pas d'autres? En vrai, grosse déception, franchement, déception intense, voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Hadès et Perséphone, franchement. Mais c'est aussi parce que je l'ai acheté du coup à peu près en même temps que Le sang et la cendre, quand je commençais tout juste à reprendre la lecture, que je voyais quelques avis mais que j'étais pas très informée. Et donc moi je suis partie du principe réécriture de mythologie grecque à fond, c'est génial, machin. Sauf qu'en fait non, on est vraiment sur de la new romance avec un fond de personnages de mythologie grecque, mais c'est pas du tout l'intérêt de ce livre. Donc vous l'avez compris, on va suivre Hadès et Perséphone. En fait, Perséphone, elle va sortir en soirée avec des amis et elle va se retrouver à faire une partie de poker contre un inconnu. Et cet inconnu, en fait, c'est Hadès. Et Perséphone, elle va perdre et donc elle va se retrouver liée à Hadès avec un contrat. Et son objectif, ça va être d'aller vivre aux enfers et d'essayer de faire pousser la vie dans ce monde où tout n'est que mort au final. Dit comme ça, hein, franchement, la réécriture d'Hadès et Perséphone, ça donne très envie, mais en fait, dans ce livre, on est sur une romance qui, je trouve, n'a aucune profondeur déjà. La psychologie des personnages n'est pas du tout retranscrite, je ne sais pas. Ce qui fait que bah on est sur quelque chose de très plat avec beaucoup de smutty de partout et c'est tout. Franchement, je ne me rappelle même plus de l'intrigue de l'histoire, de la fin du livre, je me rappelle de rien. Mais ce que je sais, c'est que ça n'avait rien à voir avec de la mythologie grecque, donc j'étais très déçue à ce niveau-là et vraiment, heureusement que c'est pas par ce livre que j'ai recommencé la lecture, sinon j'aurais sûrement jamais relu. Voilà, et je ne serais pas là avec vous aujourd'hui. Ensuite, nous avons le livre qui t'a énervé au plus haut point. Alors là, ça va être compliqué. Énervé, ça peut avoir plusieurs sens. Dans le sens où ta lecture t'énerve, n'est pas comme tu le souhaites, ou énervé dans le sens
Ou, ah ça y est, je sais. Je vais vous ressortir un de mes livres chouchous de fantasy, c'est La Cité de Laiton. Et dans ce livre, ce qui m'a vraiment énervé, mais tellement, c'est rien à voir avec l'écriture, avec l'histoire, les personnages, etc. J'ai tout adoré de ce livre, mais c'est l'injustice. Et la manière dont un personnage en particulier, plutôt un antagoniste, a vraiment bloqué un de nos protagonistes dans sa démarche d'aider les autres, en lui faisant du chantage, enfin vraiment il l'a bloqué, et ce sentiment d'injustice et d'impuissance que notre protagoniste a ressenti, vraiment moi tout ce qui touche à l'injustice, à toutes ces choses horribles qui ne sont pas justifiées, et franchement je vous parle d'une scène en particulier, mais il y en a tellement dans ce livre, de l'injustice, de la discrimination, des préjugés qui font que, mais ça t'énerve, parce que c'est tellement pas du tout logique en fait. Si tu prends du recul sur la situation et que tu l'observes et que tu te dis mais genre est-ce que vraiment on déteste ces personnes là pour ça, ou est-ce que vraiment cet idéal que vise cette personne n'est pas une bonne chose. Enfin je sais pas si je suis très compréhensible parce que j'ai pas envie de vous spoiler, de vous donner de noms ou quoi pour rien spoiler, mais dès que je suis face à de l'injustice, voilà, ou de la discrimination, les choses comme ça, mais ça me met en rogne. Et encore là on parle d'un livre hein, mais il y en a tellement dans la vraie vie, c'est dégoûtant, c'est répugnant, et ça m'énerve au plus haut point. Et je trouve que ce livre a très bien retranscrit cette part de l'humanité en soi. Donc j'étais très énervée. Mais rien à voir avec la qualité de ce livre justement, c'est que l'autrice l'a tellement bien décrit et a tellement tout bien mis en place qu'on s'y croyait tellement que c'en était 2 fois plus énervant, parce que ça nous ramenait à ce qui se passe dans la réalité du monde. Ouais, je crois que c'était une bonne explication là. J'espère que vous m'avez comprise en tout cas. Enfin je sais pas si c'était de la colère, enfin si c'était de la colère mais vraiment de frustration, vous voyez. Alors le livre qui t'a fait mourir de rire, ou juste en bas j'ai qui t'a fait le plus rire du coup. Alors je suis pas quelqu'un d'hyper démonstratif quand je lis, à part les larmes. Là franchement ça coule tout seul, je peux pas m'en empêcher, mais je vais pas forcément me taper des grosses barres ou il y a un truc que je fais par contre, mais c'est hilarant, mais c'est pareil quand j'envoie des messages et que je veux mettre des emojis, moi je fais la moue des personnages. Donc quand je vais lire machin nanana et grognon, je suis comme ça. Ou quand on me dit souris en coin, je suis comme ça. Vraiment c'est hilarant, je pense que mon chéri doit se taper des barres si des fois il me voit lire à côté de lui. Mon cerveau retranscrit vraiment les émotions que je lis, et j'essaie de refaire les expressions du visage, ça doit être si drôle à voir. Mais le pire c'est que je m'en rends pas compte, et quand je m'en rends compte justement je me dis dose. Mais bon. Le livre qui m'a fait le plus rire du coup, parce que là je vous raconte ma vie mais je suis pas en train de réfléchir. Parce que du coup ouais c'est vrai que je me tape pas d'énormes barres en lisant. Alors il y a un livre il y a assez récemment qui m'a fait pas mal rire. Alors étonnamment c'est pas un livre que j'ai énormément apprécié, c'est Butcher and Blackbird. Franchement au niveau de la profondeur de l'histoire, de l'intrigue, des relations qui sont mises en place, c'est pas quelque chose que j'ai énormément apprécié. Mais par contre il y avait des scènes qui étaient vraiment mais tellement drôles quand ils sont là sur, vous savez c'est une romance entre 2 tueurs en série. Et quand ils sont tous les deux sur le lieu du meurtre, où tu te dis ça doit être quelque chose de super sérieux et qu'il y en a un qui fait une blague ou qui fait un truc en particulier, mais moi des fois je me tapais des barres de rire. Enfin j'abuse un peu mais vraiment je pouffais, c'était super drôle. Et vraiment genre des fois même les punchlines qui s'envoyaient entre eux, c'était super drôle. Et franchement je crois que en réfléchissant dans ma bibliothèque, c'est le seul qui m'a fait rire à voix haute un petit peu. Là sinon j'ai pas d'autres souvenirs de livres hyper drôles hein. Donc vraiment Butcher and Blackbird, j'ai pas trop aimé l'histoire, mais il y avait des scènes vraiment très drôles. Du coup l'histoire c'est vraiment 2 tueurs en série qui tuent des tueurs en série. Ils vont se rencontrer sur une scène de crime et ils vont mettre en place un jeu en fait. Tous les ans ils vont se rassembler et ils vont essayer de débusquer en premier en fait un tueur en série, et le premier qui le débusque et qui le tue gagne un point. Et c'est comme ça qu'ils vont mettre en place leur concours. Petit à petit, ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas que ça qui les rapproche, et qu'ils ont pas mal d'attirance l'un envers l'autre, et blablabla, et blablabla. Voilà. D'ailleurs, je vous ai pas fait le résumé de La Cité de Laiton, mais je vous en parle tellement depuis le début de cette chaîne YouTube. Je pense que ça y est, vous connaissez par cœur l'histoire maintenant. Alors ensuite, nous avons le livre qui t'a le plus surpris en positif. Très bonne question, dites donc. Là, comme ça, je sais pas trop. Si, je sais. Ça y est, je sais. Et franchement, il est carrément en présentation dans ma bibliothèque. C'est La vie invisible d'Aldi Larue. Personnellement, je l'ai adoré.
Mais en fait, j'avais vu tellement de retours négatifs de personnes qui s'étaient ennuyées que je l'ai acheté par curiosité, mais j'étais vraiment pas sûre de l'aimer quoi. C'était à double tranchant. Je voulais me lancer, je voulais tester, mais j'avais très peur de m'ennuyer et je pensais pas que ça allait être une lecture incroyable. Et en fait, mais quel coup de cœur ça a été personnellement. C'est pas une histoire où il se passe énormément de choses, c'est hyper contemplatif, il faut s'y attendre. Et pourtant, j'ai trouvé cette histoire tellement poétique et poignante et belle, et enfin j'ai totalement adoré et j'ai été super surprise de moi-même en fait. C'était à l'époque où je reprenais la lecture, donc je connaissais pas exactement mes goûts. Et moi je pensais que j'aurais plus aimé la bagarre, l'action, etc. Vous voyez. Et au final, ce livre m'a fait me rendre compte que tout ce qui est très contemplatif, avec de belles descriptions, etc., je peux totalement l'apprécier. Et ça a été un réel coup de cœur. Donc là, en gros, dans ce livre, on va suivre Addie. Et en fait, Addie, elle est née dans les années 1700. Et sauf qu'elle était vraiment pas satisfaite de sa vie. Dans les années 1700, elle avait toujours soif de liberté, de découverte, etc. Et sa famille, elle lui a un petit peu forcé la main pour qu'elle se marie. Et donc, elle avait plus aucune solution. Donc, elle a décidé de passer un pacte avec le diable. Et grâce à ce pacte, en gros, elle a obtenu la vie éternelle, ce qui fait qu'elle peut faire absolument tout ce qu'elle veut, sauf que forcément il y a toujours des conditions, et en fait à chaque fois qu'elle va rencontrer quelqu'un, à partir du moment où ils se quittent, ou dès qu'il tourne la tête et qu'il ne la voit plus, elle est effacée de sa mémoire, ce qui fait qu'elle peut tisser de liens avec personne. Donc au final, elle peut faire tout ce qu'elle veut, elle est totalement libre, mais elle est très seule parce que absolument personne ne se rappelle d'elle. Et elle va vivre 300 ans comme ça, en vraiment découvrant le monde entier, mais en ne se liant à personne, jusqu'au jour où elle va rentrer dans une petite librairie, une première fois, et elle va y retourner une deuxième fois, et le libraire va la reconnaître. Alors qu'il n'était pas du tout censé la reconnaître, étant donné que personne n'est censé se souvenir d'elle. Enfin, je vous dis, par exemple, elle est dans une soirée, elle va faire pipi et elle revient, personne ne se rappelle d'elle. Il y a pas un laps de temps, c'est vraiment immédiat, instantané. Donc cet homme va l'intriguer et elle va enfin, après 300 ans, pouvoir peut-être recommencer à tisser des liens avec quelqu'un, et ça va lui redonner un petit peu goût à la vie qu'elle avait un petit peu perdue. Parce que vivre une vie éternelle, bon, ça doit être bien, hein, ça a ses avantages, mais vivre une vie éternelle seule, ça doit être absolument horrible. Et c'était extrêmement poétique, extrêmement bien écrit. Franchement, c'est un livre que je pourrais, je pense, relire une deuxième fois pour encore plus apprécier tout ce qui est décrit, etc. Je sais pas encore si je le referai parce que j'ai quand même pas mal de livres à lire, mais ça fait partie des livres, si je devais choisir, que je relirais, franchement. Et surtout, si vous voulez une vraie preuve que j'apprécie un livre, demandez-moi de faire son résumé alors que je l'ai lu il y a 3 ans. Si c'est un livre que j'ai adoré, je pourrais vous ressortir les noms, ce qui se passe, etc. Si c'est un livre que j'ai pas extrêmement apprécié, je vais me rappeler de rien. Parce que j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge, mais quand je vous dis ça, peut-être que vous vous dites que j'exagère. J'arrive même plus à parler. Mais non, c'est affolant. Dites-vous, les séries, il y a des séries que j'adore, mais je les regarde tous les ans ou tous les 2 ans. Et je redécouvre des choses à chaque fois, tellement j'ai tout oublié alors que c'est mes séries préférées. Mais il y a tellement d'épisodes de saison ou quoi que j'en oublie à chaque fois la moitié. J'ai pas de mémoire, c'est une catastrophe. Bon alors passons à une prochaine phrase. Le livre qui t'a fait le plus pleurer. Alors là, qu'est-ce qui m'a fait pleurer? J'en ai 3 en tête, mais alors lequel m'a le plus fait pleurer, je pense que c'est plutôt Sur un pied d'égalité. Je pense dans un premier temps à Tout le bleu du ciel, qui est vraiment une histoire dans la vie de tous les jours, enfin voilà. C'est pas un livre que je vais pouvoir vous montrer puisque je l'avais emprunté à ma mère. En gros, on va suivre Émile qui apprend qu'il a un Alzheimer précoce, il a 26 ans et il sait qu'il lui reste maximum 2 ans à vivre, sauf que lui, il veut pas passer la fin de sa vie dans les hôpitaux à essayer de trouver un remède qui sait qu'on ne trouvera probablement jamais. Donc il se dit quoi? Il va acheter un van et il va partir faire le tour de la France pour profiter au maximum de la fin de sa vie. Et du coup il se dit autant ne pas partir seul, sauf qu'il voulait pas partir avec un de ses proches, de toute façon c'était impossible pour eux, et lui il voulait pas voir le poids de sa maladie dans le visage de ses proches. Ce qui fait qu'il va poster une annonce en fait sur internet, il va dire bonjour, je recherche un compagnon ou une compagnonne de route. J'ai un Alzheimer précoce, j'ai envie de faire le tour de la France, donc ceux qui sont intéressés, écrivez-moi. Et il y a une personne qui va répondre à cette annonce, ça va être Joanne. Et Joanne, on sait rien d'elle, on sait pas qu'est-ce qui l'a poussée à partir comme ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle s'habille toujours en noir et qu'elle est très renfermée dans son coin, elle parle pas beaucoup quoi.
Et du coup on va suivre tout leur périple. On va voir leur relation se tisser, on va voir la dégradation de la maladie d'Emile malheureusement, tous les endroits qu'ils découvrent, et pareil ils vont tisser des relations avec d'autres personnes sur un court laps de temps parce qu'ils restent jamais longtemps au même endroit, et vraiment c'est une histoire tellement humaine, tellement belle, pleine d'émotions, et on a beau s'attendre à la fin, ça fait quand même très mal au cœur. Par contre, à toutes les personnes qui ont vu le film et qui n'ont pas lu le livre, je vous en supplie, ne vous faites pas un avis dessus. Clairement, je suis désolée, mais dans le film, pour moi, les caractéristiques des personnages ne sont pas du tout respectées. Vraiment, Emile, qui est très bourru comme ça, il est pas du tout comme ça, qui se plaint un peu ou qui fait plein de tacles à Johan, ça n'a rien à voir dans le livre. Et Johan, qui rigole très vite, qui parle beaucoup, qui s'entend un peu bien avec tout le monde dans le film, ça n'a rien à voir dans le livre. Il y a plein de scènes qui manquent, mais ça, bon, je peux comprendre, on peut pas tout mettre dans un film. La fin, c'est pas la même. Il y a d'ailleurs tout un plan du livre qui a été mis de côté. C'est la signification du titre, en fait. Tout le bleu du ciel, c'est pas du tout expliqué dans le film. Donc, trop bizarre. Vraiment, si vous n'avez pas aimé le film, ça veut pas dire que vous aimeriez pas le livre, parce que de un, ça n'a, je trouve, rien à voir, c'est limite deux histoires totalement opposées pour moi, et en vrai de vrai c'est magnifique. Je comprends pas comment Melissa d'Acosta a donné son accord pour ce film, mais je crois que quand il y a une interprétation d'un livre en film, en fait l'auteur, corrigez-moi si je dis des bêtises, mais je crois que l'auteur vend en fait ses droits d'auteur, donc il reçoit une somme, et après il a plus son mot à dire sur l'écriture du film, et il me semble que le réalisateur n'a même pas lu le livre quoi. Enfin c'est vraiment, je suis désolée mais pour moi c'était un petit peu une honte ce film. J'ai pas du tout apprécié et j'ai trouvé que ça desservait totalement le livre. Ensuite un deuxième livre qui m'a beaucoup fait pleurer, c'est le chant d'Achille. Donc on va bien sûr suivre l'histoire d'Achille et de Patrocle dans ce livre. Donc déjà c'est la première fois que je lisais un livre MM et c'était super touchant à voir à quel point ils avaient pas du tout le même tempérament, mais en même temps ils se complétaient si bien. En gros en fait Patrocle et Achille ils vont grandir ensemble, donc vraiment pendant tout le long de leur adolescence, sauf qu'ils doivent vivre cachés parce que c'est vu d'un mauvais œil, et encore plus de l'œil de la mère d'Achille. Et depuis qu'Achille il est tout petit, il y a une sorte de prophétie autour de lui qui dit que c'est grâce à lui que la guerre de Troie va être gagnée. Donc bien sûr ils vont s'y rendre, Patrocle et lui. Et voilà, on va vraiment suivre leur vie du début jusqu'à la fin en gros. C'était magnifique, mais personnellement j'ai eu du mal à apprécier Achille. Hein. Il a très confiance en lui, hein. Vraiment il sait qu'il est fort, il sait que un peu la guerre repose sur ses épaules, mais en même temps est-ce qu'on peut l'en blâmer quand toute sa vie on lui a dit t'es le meilleur, c'est grâce à toi que le monde va être sauvé. Donc je pense qu'au bout d'un moment, à force qu'on te le rabâche, peut-être que tu commences à vraiment y croire et à t'y croire justement. Mais j'ai bien aimé en fait le fait que tous les personnages avaient des défauts. Et j'ai trouvé leur relation magnifique. Vraiment c'était le yin et le yang mais qui se complétaient parfaitement. Et la fin bien sûr m'a brisé le cœur. On s'y attend. Mais vraiment c'est le tout dernier passage, mais ça m'a broyé. C'était absolument affreux. Donc franchement, ce livre m'a fait verser pas mal de larmes. Ouais, mais je l'ai beaucoup aimé. Hein. De toute façon, je crois que plus je pleure dans un livre, plus je l'aime en général. Mais j'ai l'impression que je suis totalement en train de tricher en vous montrant plusieurs livres dans une même catégorie. Mais désolée, c'est impossible de départager. Les trois m'ont émue, mais avec des sentiments différents en fait. Là j'ai beaucoup pleuré aussi pour Le Retour de Saint. Je vous en ai fait ma revue dans mon update lecture de février. Qu'est-ce que je l'ai aimé, et là dites-vous que je suis en train de lire le tome 2. Il me reste 80 pages à lire, j'ai très peur. Je sais que je vais le finir ce soir. Je sais d'avance que je vais le terminer en pleurs aussi, parce que je commence à voir ce qui va se passer et je sais que l'autrice va pas nous faire de cadeau. Ça va être dur hein. Mais en même temps c'est tellement magnifique. Donc en gros on va suivre Shai qui vit à Paris, qui a toujours rêvé d'aventures, de magie etc. Parce que son père quand elle était petite il lui racontait plein d'histoires à ce niveau là. Et je crois que à son anniversaire de ses 19 ou 20 ans, 19 ans si je me trompe pas, elle va faire un vœu en soufflant ses bougies, faire le souhait de vivre des aventures etc. La soirée se termine, elle va se coucher et le lendemain elle se réveille dans un autre univers. Elle se réveille à Ocean Saloon. Elle sait pas où elle sait pas ce qu'elle doit faire, c'est la panique autour d'elle, tout le monde court, c'est vraiment la folie. Et en fait pour l'aider à la guider, elle va se rendre compte qu'il y a un homme qui lui parle dans sa tête. Vraiment, il est pas avec elle, mais il est dans sa tête et il communique comme ça. Et cet homme là il va lui dire écoute,
Tu as été invoqué, en fait ton objectif ça va être de faire ça, je vais pas vous dire quoi. Et à partir du moment où tu l'auras réussi, t'inquiète pas, tu pourras rentrer chez toi. Donc bah elle a pas forcément le choix, elle est un peu obligée de suivre ce que lui dit la voix dans sa tête parce que bah si elle le fait pas, en fait c'est encore pire, elle pourra jamais rentrer chez elle, elle a aucune assurance, elle sait pas comment faire, elle sait pas comment marche ce monde, donc en fait la seule personne qui peut l'aider c'est cette voix dans sa tête qu'elle ne connaît absolument pas. Donc elle va un petit peu se fier à lui et elle va l'aider à accomplir la quête qu'on lui a demandé en gros. Et sur son chemin elle va se faire des amis, donc Kome et Awa. Kome vraiment, dans le tome 2 on a des chapitres avec son point de vue, mais j'ai le cœur brisé pour cet homme. Je l'adore, franchement Shai j'ai beaucoup de mal. Le personnage principal, j'arrive à me mettre à sa place et à ressentir ses émotions quand c'est douloureux, mais j'ai beaucoup de mal à l'apprécier franchement. Je sais pas, elle est très enfantine, très naïve, elle réfléchit pas trop avant d'ouvrir la bouche et j'ai un peu de mal avec elle, mais tout l'univers autour, j'adore et bah vraiment j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps dans ce livre à plusieurs moments et pour différentes raisons. Certaines fois de tristesse, certaines fois parce que le moment était genre trop beau, j'étais trop émue que ce moment puisse arriver, vous voyez, parfois de frustration, vraiment j'ai pleuré pour tout et rien. Après je sais que c'est une lecture qui divise beaucoup. Je pense que c'est une plume, soit ça passe, soit ça casse. Et là le tome 2, j'ai vraiment très hâte de le finir et de pouvoir vous donner mon avis dessus parce que ça a l'air pas mal du tout non plus. Parce que je pense que les larmes vont couler à flot ce soir aussi. Malheureusement. Alors nous avons ensuite le livre qui t'a fait aimer un méchant, un bad boy, et je crois que j'ai pas mieux dans ma bibliothèque que Hooked, le tome 1 de la saga Never After. C'est une dark romance. Je suis pas hyper branchée dark romance. Il faut vraiment que je sois dans le mood pour apprécier ce type de lecture. Ça peut, en fait avec moi c'est tout ou rien. Soit j'adore, je suis grave dans l'histoire, soit c'est hyper cringe et ça passe pas avec moi. Là j'ai adoré et ce que j'ai encore plus adoré c'est que ce sont des réécritures de personnages Disney. Donc là on va suivre Hooked, c'est le capitaine Crochet et Wendy. Le tome 2 qui me donne trop envie c'est Scared où on va suivre Scar s'il vous plaît. En plus dans un univers de royauté le tome 2 a l'air génial. Mais donc dans le tome 1 on va avoir donc James, son surnom c'est Hooked, qui a pour objectif vraiment de détruire son plus grand ennemi, c'est Peter Michaels, j'avais oublié son nom. Et pour ce faire, il va rencontrer la fille de Peter vraiment par hasard, hein. C'est Wendy. Et il va se dire qu'il va se servir d'elle en fait pour atteindre son pire ennemi. Mais vraiment, il a le surnom Hooked parce qu'il a tendance à torturer ses ennemis avec une sorte de crochet du coup. On a des scènes de torture assez détaillées, c'est pas du tout un ange cet homme, il a pas froid aux yeux, il a pas peur de se salir les mains, donc on peut pas dire que ce soit quelqu'un de très recommandable. Et je pense qu'au niveau bad boy, méchant, on est plutôt dans le thème avec ça. Moi j'ai beaucoup aimé cette réécriture. Bien sûr on est sur de la dark romance, mais à côté de ça on a aussi beaucoup de violence, de torture, etc. quoi. Mais j'ai beaucoup aimé et vous en doutez, hein, son plan va pas forcément se passer comme prévu parce qu'il va commencer à bien apprécier Wendy. Il voulait juste se servir d'elle mais ça va pas très bien se passer quoi. Et à part lui, en tête j'en ai pas 36 000, hein, donc je pense que c'est vraiment le plus adapté. Et il est quand même badass et moi je l'ai plutôt bien apprécié le petit James. Bon j'en ai encore pas mal à répondre mais vous avez été hyper inspirés, mais je pense que je vais en faire encore 2 sinon la vidéo va être vraiment super longue. Je vais prendre au hasard celui-là. Le livre qui t'a donné envie de le DNF mais que tu as quand même lu. Alors il faut savoir que personnellement je suis de la team qui ne supporte pas de DNF. J'ai toujours tendance à vouloir leur donner une chance jusqu'au bout. Je crois que dans toute ma vie de lectrice j'ai DNF 2 livres. Il y a vraiment que 2 livres que j'ai arrêtés et encore il y en a un qui est en pause, c'est Penelope Renditak que je suis sûre que je vais aimer, c'est juste que j'étais pas dans le bon mood. Et l'autre ça devait être Zodiac. Parce que c'était une sorte de fantasy, romantasy très jeunesse avec les signes du Zodiac, mais au final j'ai pas aimé l'histoire. Donc je l'ai DNF, mais j'ai vraiment pas le DNF facile personnellement. Mais il y en a un que j'étais tellement pas dans l'histoire que j'ai pas trouvé ça intéressant, je me suis pas attachée au personnage, j'ai quand même été jusqu'au bout. C'est, je sais même plus le titre, tiens. Le livre de la nuit d'Holly Black, j'avais carrément oublié ça. Je ne connais même plus le nom des protagonistes. Je sais qu'on est sur une histoire où en fait certaines ombres peuvent être maniées par certaines personnes et donc elles peuvent aller faire des missions pour vous en gros. Nous on va suivre donc Charlie Hall.
c'est ça. C'est une barmaid basique, sauf que bah, dans sa jeunesse, elle a appris à voler et elle a tendance à rendre des services. Du coup, dès que quelqu'un a besoin d'obtenir quelque chose, ils ont tendance à faire appel à ses services. Sauf que de base, elle s'était totalement rangée, sauf que là, elle va se retrouver un petit peu dans le pétrin. Elle va devoir retrouver le livre de la nuit pour certaines personnes. Et donc bah, dans toute cette histoire on va suivre ses recherches pour retrouver le livre de la nuit et en même temps donc il va y avoir toute cette histoire autour des crépusculiens. Ce sont des personnes qui savent manier les ombres et etc etc. Je me suis attachée à aucun personnage. Je me rappelle même plus du dénouement de l'histoire. Je l'ai vraiment lu en n'étant pas du tout immergée dans l'histoire quoi, donc je l'ai pas du tout apprécié et si j'aurais pu, si j'avais su la fin, je pense que je l'aurais dit NF, sauf que j'ai toujours du mal à ne pas savoir un petit peu le dénouement de l'histoire. Donc j'ai toujours tendance à quand même vouloir aller jusqu'au bout même quand j'apprécie pas, mais celui-ci c'est un de ceux qui m'a donné la moins bonne impression à la fin. Le point positif c'est que c'était un one shot, donc j'ai la finalité de l'histoire. Même si je m'en rappelle plus du tout. Au moins c'est pas comme si j'abandonnais au milieu d'une saga ou quoi. Voilà, je l'ai lu, mais j'en ai rien tiré. J'aurais pu ne pas le lire, ça aurait été pareil quoi. Et enfin la dernière phrase que je vais choisir, c'est le livre qui possède ta phrase ou ta citation préférée. Alors il faut savoir que je suis pas du tout quelqu'un qui va annoter ses livres. Je prends pas de notes, je ne note rien, etc. Mais assez récemment, dans une de mes dernières lectures, parce que oui, j'ai enfin lu L'As de cœur. Je vous en reparle très vite. Mais il y a une phrase qui m'a vraiment marquée. Par contre, bah, comme je vous ai dit, j'annote rien. Donc bon courage pour la retrouver. Je vais pas la retrouver dans le livre, mais j'ai pris une photo parce qu'elle m'a vraiment plu. Après, c'était pas la première fois que je l'entendais, mais je la trouve très belle et très révélatrice Enfin, c'est hyper vrai, quoi. Alors, où est-elle? Tac, tac, tac. Juste ici. Vraiment, pour que je prenne en photo une phrase, c'est super, super rare. Mais c'est une citation, du coup, et elle vient pas du tout de ce livre. Hein. Je vous dis, elle est connue. C'est « Tu ne connais la valeur de quelqu'un qu'à la façon dont il traite les gens autour de lui ». Et je trouve que c'est tellement vrai. C'est en voyant, en fait, de quelle manière une personne va traiter les gens autour, n'importe qui, hein, je sais pas, au restaurant, à l'hôtel, ses voisins, enfin c'est grâce à ça que tu vas te rendre compte de bah, la valeur, à quel point cette personne peut être humble ou non, gentille, avoir de la compassion, enfin c'est facile peut-être de faire semblant quand on est là en face de l'autre, mais tu peux pas faire semblant quand tu vois du monde autour. Et ta vraie nature, elle va vraiment se révéler à ce moment-là. Et j'ai trouvé cette phrase hyper vraie, hyper pertinente. Et c'est vrai que c'est une citation que j'aime bien pour que je la prenne en photo. Après, bon, je suis pas trop une fille des citations, mais celle-là, je l'ai beaucoup aimée. Et je me suis revue dans certaines situations de ma vie avec certaines personnes, par exemple. Et je me suis dit que c'était vraiment très très vrai quoi. Donc voilà, je pense que cette vidéo est dorénavant assez longue. J'ai adoré faire ce concept. Est-ce que vous aimeriez qu'on le refasse ou pas? N'hésitez pas à me le dire. Alors personnellement j'adore les tags, donc si vous aimez aussi, j'en connais pas trop dans l'univers de Booktube, donc si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas à me donner les noms des tags, je vais aller checker ça et si on peut se les faire ensemble, moi ça me ferait trop plaisir. Donc sur ce, si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit like, ça m'aide énormément. Vous pouvez me mettre plein de petits emojis, je ne sais pas encore lesquels, mais ils seront notés à l'écran. Pour me soutenir en commentaire, ça m'aide, donc merci à ceux qui le feront. Et moi je vais vous laisser tranquille, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo, gros bisous.